Merci Chaussette, merci Bianca. C'était vraiment une présentation incroyable et j'étais très franchement impressionnée par le travail que Evalius fait. Je vais vous parler un peu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi sur l'écran, je vois qu'il y a annoncé qu'il y a une pause de 5 minutes. Mais vous m'entendez? Bon, très bien. Merci. Alors, je vais vous parler des des différentes voies pour devenir évaluateur. Et il faut dire qu'il n'y a pas une seule solution, une potion magique qui peut vous aider à devenir un meilleur évaluateur. Il n'y a pas non plus une liste que l'on va vous donner et qui dira, bon, si vous faites ça, tout va bien se passer. C'est peut-être les mauvaises nouvelles, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de manières et de voies d'enrichir votre habileté, d'obtenir les habiletés nécessaires. Et aujourd'hui, je vais parler en général de ce qu'il faut avoir. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a qu'une manière d'y arriver. Je vais vous offrir je vais commencer le 1er janvier et j'attends avec hâte l'année 2017 avec mon leadership, avec l'association qui va se retrouver au mois de novembre ici à Washington pour notre conférence. Alors, comment commencer? Parce qu'il y a tellement d'outils potentiels, il y a tellement de différentes manières d'obtenir ces outils. Eh bien, ici, la chose la plus importante, c'est qu'il y a diverses manières d'aborder la profession d'évaluateur. Et il faut donc, disons, savoir quelle est notre passion. L'innovation, la santé mentale, quels sont les domaines de la pratique de l'évaluation qui vous intéressent le plus? Et cela vous donnera, disons, une idée d'où commencer. Il y a beaucoup d'aides, par exemple, les associations professionnelles d'évaluation, il y en a beaucoup. Ce sont des associations bénévoles et se trouvent au niveau national comme la Société d'évaluation canadienne, mais aussi au niveau régional, telles que l'Association africaine d'évaluation, la Société d'évaluation européenne, la communauté des évaluateurs dans le sud-est asiatique, etc. Autrement, il y a aussi des programmes universitaires comme des programmes de master ou de doctorat, mais il y a aussi des formations à court terme. Les plus connues se trouvent aux États-Unis, par exemple l'école de Claremont en Californie, Western Michigan, qui a une tradition longue d'offrir des webinaires et aussi des cours de formation. J'en parlerai encore. Après, il y en a aussi en Australie, en Angleterre. Ici, nous avons aussi des programmes importants. Mais au niveau master et doctorat. Mais il y a énormément de différents foyers pour la profession. Il peut s'agir d'une école de politique ou de travail social ou de sciences politiques, de sociologie, de psychologie. Il y a beaucoup de formations disponibles au sein des universités. La Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds en termes de développement internationaux sont en train de financer des programmes de formation autour du monde. Et il y a aussi une formation très très accessible en ligne et je vous invite à visiter betterevaluation.org parce que leur matériel éducatif se trouve en plus de 100 langues. Donc c'est vraiment un site web merveilleux parce que vous pouvez obtenir les différentes langues et c'est presque une encyclopédie. Vous pouvez vraiment chercher n'importe quoi. Qu'est-ce qui est participatif dans les évaluations? Comment appliquer les parties prenantes? Evaluate.org appartient au Western Michigan et je pense que c'est vraiment incroyable. Vous pouvez voir ce qu'ils ont déjà
ça en ligne disponible pour vous. Ils ont pu faire ça grâce à leur expérience internationale et c'est disponible pour tous. Donc, je vous invite vraiment à visiter ce site web. C'est une très importante opportunité. Et maintenant, comment savoir si un évaluateur est bon? C'est une importante question, puisqu'il n'y a pas véritablement, disons, un niveau de certification internationale et même nationale. Alors, il faut savoir si, par exemple, si vous souhaitez le pratiquer au Canada, il y a un processus de certification. Mais il n'y en a pas aux États-Unis ni dans la majeure partie du monde. Il y a, et c'est un peu confus parce que, enfin, vous pouvez, disons, obtenir un certificat d'un programme de formation, mais ce n'est pas la même chose que de devenir un évaluateur certifié. Et c'est une distinction à faire très importante. Et il n'y a pas, disons, de système de certification international. Est-ce que cela arrivera à l'avenir? Peut-être, mais il nous reste au moins 10 ans pour attendre que ça arrive. Autrement, est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme en évaluation à n'importe quel niveau? Et la réponse est que non. Est-ce que cela aide? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais reçu de cours sur l'évaluation. C'est seulement quand j'ai commencé à apprendre à enseigner l'évaluation à l'université George Washington que je l'ai appris moi-même et que j'ai commencé à le faire, à réaliser des évaluations. Et après toutes ces années, bien entendu, je sais quelque chose. Mais je n'ai pas de diplôme dans la matière. Est-ce que les connaissances et les habiletés différentes de ces associations professionnelles sont les mêmes? Non, elles ne sont pas exactement les mêmes, ils se ressemblent, mais il y aura certaines différences. Enfin, les catégories principales, bien entendu, vont être les mêmes. Les méthodes qualitatives, quantitatives, travailler avec les parties prenantes, oui, il y a sans doute des ressemblances, mais je pense qu'il s'agit de variations vraiment très très petites, sans importance. Maintenant, je voulais vous parler de l'initiative de compétences. Il s'agit de l'Association américaine d'évaluation qui, depuis plusieurs années, et franchement, je suis très fière de dire que ça fait plusieurs années qu'ils ont développé un processus inclusif pour développer les compétences de l'évaluation. Et pourquoi ça a pris tellement d'années? Eh bien, parce que nous souhaitions véritablement une rétroaction de la part de beaucoup de personnes. Alors, au début, nous souhaitions identifier les compétences, mais ce sera toujours impossible parce que c'est toujours en évaluation. Le contexte dans lequel nous opérons continue à évoluer, les programmes continuent à changer, et donc on ne va jamais finir, disons. Mais on aura, disons, une liste plus ou moins complète d'ici l'année 2018. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces compétences alors? Eh bien, l'Association américaine d'évaluation souhaite au moins offrir une liste de compétences qui seraient très très utiles pour les programmes de formation, les programmes universitaires, les associations professionnelles, afin de, disons, dire, est-ce que cela est logique pour nous? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qui nous manque? Et la liste se trouve sur le site web, mais je voulais dire que ce n'est pas fini. Nous sommes en train d'avoir des groupes de discussion avec différents évaluateurs dans très très différents domaines. Donc évidemment, ce n'est pas définitif, mais la liste ressemblera, même si elle sera peut-être améliorée de diverses façons. Et en fait, ce que nous souhaitons faire, c'est de choisir, disons, comment organiser les compétences, quelles seraient les catégories. Et quand je parle de compétences, je pense à ce que nous devons savoir faire. Et pour l'instant, nous parlons de 5 domaines. Les compétences professionnelles, les compétences méthodologiques, la compréhension du contexte. Ça, c'est surtout important dans le domaine international. La gestion, parce que comme il faut savoir comprendre la gestion des évaluations, et les habiletés interpersonnelles. Et moi, j'ajouterais que les compétences interpersonnelles sont sans doute la partie la plus crédible, parce que je dis, moi, je peux vous apprendre, disons, à analyser les données très rapidement, et je suis sûre que vous allez comprendre, mais enseigner ou développer les personnes pour
qu'elles puissent réellement, elles sont capables véritablement d'interagir d'une manière réfléchie avec les parties prenantes, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Et je passe rapidement parce que vous pouvez bien entendu aller sur le site web de l'Association américaine d'évaluation et comprendre de quoi il s'agit. Vous pouvez lire davantage sur ces 5 domaines. Mais qu'est-ce qui distingue les évaluateurs en tant que professionnels? Eh bien, dans un discours à l'association américaine, on a dit que c'est une des professions les moins connues. La plupart des gens ne comprennent même pas qui sont les évaluateurs, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont différents des chercheurs, pourquoi est-ce qu'ils sont différents des sociologues ou des travailleurs sociaux. Et c'est véritablement important. Il faut commencer, disons, à nous distinguer, à expliquer ce que nous faisons, comment nous différencions-nous des autres professions. Et nous parlons donc de ce domaine professionnel pour nous assurer que nous savons montrer ce que nous faisons et aussi prouver la valeur de notre travail et la différenciation envers les autres professions. Et excusez-moi parce que je suis en train de tousser et j'avais un peu peur de commencer à tousser sans arrêt, donc je prends quelque chose. Mais finalement, il s'agit de contribuer au bien-être général et public. C'est véritablement le résumé de cette diapositive. Mais je dirais que si quelqu'un me disait « Mais pourquoi est-ce que tu es différente des autres? Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement engager quelqu'un, recruter quelqu'un qui a un master en business ?» Et je dirais notre pratique est extrêmement centrée sur l'amélioration des programmes et des services qui aident les personnes les plus vulnérables autour du monde. Et cela fait véritablement partie de nos valeurs. Et en termes de méthodologie, eh bien, à nouveau, vous pouvez aller sur le site web. Il y a tellement d'outils et de compétences techniques. Et on n'a pas besoin de les avoir tous. Ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas dire, oh là là, tout ce qui me manque à faire. Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut que, il peut s'agir, disons, d'évaluation qualitative. Vous pouvez devenir un membre d'une équipe qui aura aussi des statisticiens, des spécialistes en mesure. Donc, vraiment, certaines habiletés techniques, comme comprendre la valeur, comprendre le rôle des valeurs ou comment répondre à certaines questions, bien sûr, il faut le savoir. Mais est-ce que vous avez besoin de connaître toutes les compétences techniques? Non, pas du tout. Vous allez vous spécialiser, disons, dans certaines méthodes. Après, bon, le contexte, ça c'est très important parce qu'il faut comprendre comment être capable à nous adapter au contexte des évaluations, aux utilisateurs, où ils sont situés et aussi aux autres parties prenantes et surtout les bénéficiaires objectifs de ce programme et comment comprendre ce contexte. Ça, c'est très important. Après, la gestion. Alors, la gestion de projet, c'est peut-être une manière de réfléchir à comment, qu'est-ce que c'est vraiment que le travail d'évaluation. Nous avons énormément de complexité. Il y a beaucoup de choses qu'il nous faut donc rassembler et on doit comprendre comment disons, tout cet ensemble de composants rentre en contact, comment le gérer, disons, c'est très important. Et finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est tellement important comment vous pouvez, disons, animer d'une manière authentique, parce que si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas faire une évaluation. Il faut être capable d'écouter avec intention les attentes des utilisateurs, mais aussi les parties prenantes et incluant de manière très importante les personnes qui se trouvent sur le terrain. Et à nouveau,
je pense que les compétences les plus importantes et les plus cruciales ne s'apprennent pas dans un livre. Il s'agit de comprendre quelles sont les questions les plus importantes pour les utilisateurs potentiels de notre travail. Et nous parlons d'un processus inclusif et d'une participation authentique de la part des parties prenantes et de comprendre comment mettre ensemble les questions avec les différentes approches d'évaluation. Et bien entendu, ça, on ne le fait pas tout seul dans notre bureau, on le fait en travaillant avec les autres, en prenant les décisions en ensemble. Et d'ailleurs, toutes vos diapositives vont être à votre disposition, donc ce n'est pas nécessaire de tout lire. Mais je voudrais juste dire qu'il y a tellement de conceptions possibles qui peuvent être utilisées dans une évaluation. Vous pouvez bien entendu être un expert dans un domaine, mais il est important de connaître toutes les opportunités afin de travailler efficacement avec les autres. Alors selon les questions, vous pouvez dire « Ah, d'accord, voilà, il y a des possibilités pour concevoir ce programme de cette façon, comment que choisir ?» Et alors vous vous réunissez avec les autres et vous choisissez, disons, la conception la plus adéquate pour vous. J'ai parlé de la nature interpersonnelle de notre travail. Et alors, comment commencer? Quels sont les premiers contacts qui sont les plus importants? Eh bien, je pense que les mentors sont extrêmement importants, comme le sont aussi les collègues les plus proches. Et je dirais d'ailleurs que la plupart de nos collègues, surtout ceux qui ont le plus d'expérience, sont bien entendu très très importants pour les jeunes évaluateurs. Par exemple, Emile Tock et tous les jours, on lui posait des questions très intéressantes. Par exemple, je vais donner un cours sur l'évaluation. Est-ce que ou avez-vous une idée sur comment recruter un groupe de comparaison d'adolescents? Des idées très spécifiques. Mais la plupart des collègues professionnels qui ont le plus d'expérience répondent continuellement. Donc ce n'est pas tellement difficile de trouver des gens qui puissent nous aider. Et moi je suis vraiment très 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 contente de participer à ce programme. Je pense que nos pairs sont très importants parce que peut-être que nous ne savons pas comment répondre à une question, mais peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui ne sera pas beaucoup plus vieux que vous et qui pourra travailler avec vous. Et je voudrais finir par dire que l'Association américaine d'évaluation offre énormément de ressources gratuites. Par exemple, les principes directeurs pour les évaluateurs sont un point de départ très important, ainsi que la déclaration de compétences culturelles. Et après, l'un de mes services préférés, AEA 365. Chaque jour, il y a un expert, disons, d'un marché niche très très petit qui offre des idées, des liens, et c'est merveilleux. C'est vraiment fantastique. Si ça ne vous intéresse pas, d'accord, mais j'ai aussi parlé de formations qui sont disponibles, non seulement de la part de l'Association américaine d'évaluation, mais aussi du TIG, c'est-à-dire le groupe d'intérêt qui présente des webinaires qui sont, j'ai entendu un merveilleux webinaire sur l'évaluation des capacités de Tim Kidd, et c'est très intéressant. Et je suis très heureuse aussi de dire que nous sommes en train de diffuser notre conférence annuelle, et nous le faisons maintenant, et nous le ferons à nouveau au mois de novembre en 2017, et nous allons commencer aussi avec une des initiatives l'année prochaine, avec un dialogue de l'Association américaine d'évaluation sur la race et la classe et comment cela impacte les évaluations. Nous allons avoir 5 séminaires qui seront diffusés Internet à partir du 30 janvier. Et après, nous en aurons un autre à San Antonio et à Chicago. Et je vous rappelle que nous avons donc les subventions pour la participation dans les conférences. Et je vous en prie, cherchez ces opportunités. Il y a énormément de choses à faire à Washington, D.C., même au-delà, disons, de l'Association américaine d'évaluation. Voici mon email.
Je serais très heureuse de répondre à vos questions. Malheureusement, je ne parle pas français. Je parle espagnol, mais très lentement. Mais je serais très heureuse de m'engager avec vous sur des conversations. Et je vais visiter beaucoup de pays, donc je suis très contente et je suis ici pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cathy. C'était une présentation excellente avec beaucoup de ressources importantes. Alors, nous allons commencer avec les questions. J'ai reçu certaines questions, je vais les lire. Est-ce que le chat descend? Donc, j'ai quelques questions ici. J'ai une question de Caroline Cameron. Elle dit que elle s'intéresse énormément pour voir comment les compétences EAA se comparent aux compétences CSS. Elle sait qu'il y a eu beaucoup de débats et qu'il est très difficile de se mettre d'accord, que la conversation est toujours difficile. Donc, comment est-ce que nous pouvons comparer entre l'association d'évaluation canadienne et l'américaine? Je te donne encore une question et puis un peu, je vais en ajouter quelques-unes si nous avons encore le temps. Mibouska dit, Catherine, dit qu'elle n'a pas de diplôme en évaluation. Elle se demande à quel moment dans sa carrière elle a commencé à s'appeler elle-même une évaluatrice. Et une troisième question, comment savoir qui est un bon évaluateur quand nous cherchons un mentor? Ça, c'est Cécilia Rousson qui demande cette question. Comment savoir qui est un bon évaluateur pour qu'il devienne notre mentor? Je te rends la parole. Oui, alors, j'essaie de décider à quelle question répondre d'abord. Et comment j'ai commencé? Eh bien, le premier semestre, la personne qui devait enseigner l'évaluation a annulé le cours. Et donc, on me l'a offert et j'ai enseigné le cours. Et j'avais mon mentor, Joe Hawley, qui à ce moment était dans une autre université, mais qui a offert d'organiser une communauté de pratique. Et j'ai commencé à apprendre de lui. Et dès le début, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à donner ce cours, nous avons donc travaillé avec des évaluations bénévoles. Et j'ai commencé donc à faire beaucoup de travail bénévole. Et avec mes étudiants, je le faisais, j'étais très impliquée. À peu, j'ai commencé à leur demander de travailler sur des comptas, sur des petits projets qui n'appliquaient pas énormément de travail, et avec par exemple des organisations. Mais je ne sais pas, enfin, ce n'était certainement pas la première année, ni même les premières 5 années. J'ai pu commencer sur des livres des livres de textes universitaires, des livres universitaires. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment sentie comme une évaluatrice. Et c'est drôle parce que vraiment, j'étais en train de faire du travail d'évaluation, mais je ne sais pas si je me serais appelée moi-même une évaluatrice. Et c'est pertinent à l'une des autres questions, qui était comment savoir qui est un bon évaluateur. Je pense que ce n'est pas leur diplôme, mais c'est leur expérience. Moi, vraiment, je me concentrerai sur leur CV et voir s'ils ont fait du travail d'évaluation. Je demanderai à voir leurs références avec les personnes qui, en fait, ont utilisé, disons, leur processus d'évaluation. C'est un peu comme quand vous engagez quelqu'un, vous analysez leurs références.
peut s'agir de la transparence, que tous les, d'être transparent et de présenter tous les rapports au public. Mais une compétence, c'est différent qu'un standard, parce qu'une compétence est beaucoup plus spécifique. Disons que c'est plus le genre de compétences qu'un évaluateur a concernant, disons, comment représenter les méthodologies qui sont utilisées dans un rapport. Alors, ça c'est comparer les pommes et les oranges. Si on examine d'abord les standards que les bailleurs de fonds présentent, et après on analyse les compétences, ça ne va pas être au même niveau. Mais bon, par exemple, je sais qu'au sein que les efforts de l'association américaine d'évaluation, d'être inclusif, etc., nous avons énormément d'analyses sur les compétences et bien sûr nous les avons comparées, mais avec les personnes qui sont en train de travailler sur ces compétences. Ce ne sont pas des ressources qui sont disponibles, disons, à n'importe quel moment. Alors, je vois que Rita dit qu'ils sont en train de s'assurer que toutes les compétences soient disponibles. C'est excellent, merci. Très bien, merci beaucoup Catherine. C'était une excellente présentation et merci pour vos questions. Maintenant, nous allons prendre une pause de 5 minutes. Merci Cathy. Ah, pardon, dans 4 minutes, nous allons avoir une présentation de Nick York. Merci